Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de Chloé F, de son vrai nom Chloé Framari. Elle est juste là sur mon écran. Elle a une chaîne YouTube, Chloé F, avec 25 000 abonnés, et on la voit souvent sur Agora TV qui a environ 38 000 abonnés. Elle a un master en mathématiques et enseigne dans un cycle d'orientation à Genève. C'est un peu la nouvelle star des nouvelles idées qui me font rire et souvent même pleurer. Dans l'épisode précédent, dont vous trouverez le lien à la fin de celui-ci, je vais vous expliquer un peu le processus de création d'une conviction et surtout comment une information complètement loufoque pouvait devenir une vérité absolue. Le cas de Madame Chloé est très intéressant, quoiqu'il en reste assez pathétique, voire même triste. Vous allez voir chez elle toutes les caractéristiques d'une personne qui a basculé dans le surréalisme, à tel point qu'elle va refuser d'admettre des évidences tellement simples et claires qui risquent de choquer certains d'entre vous. Vous allez voir son double discours, le discours face aux médias, qu'elle considère comme corrompus et à la botte du grand méchant loup, qui manipule toute la planète, et le discours plus en aparté qu'elle a sur YouTube avec ses amis. Face aux médias, elle ne va jamais répondre aux questions, qui sont pourtant simples, où un simple oui ou un non suffisent, et toujours sortir les mêmes réponses, pour se positionner comme la détentrice de la vérité et comme la bienfaitrice de l'humanité. Oui, Jésus est une femme en 2020 et elle est blonde. De l'autre côté, nous avons malheureusement des journalistes qui se font facilement manipuler par ce genre de personnes. Les journalistes en général ne sont pas des experts, et face à des arguments qui s'avèrent être faux, ils n'ont pas les compétences nécessaires pour rebondir sur les erreurs de l'invité. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment elle s'est créée un faux monde, dont elle est persuadée qu'il existe vraiment et que le reste de la planète ne le voit pas, et est dans l'erreur. Si vous avez vu le film Matrix, c'est exactement ça. Neo est une femme et elle est blonde. Elle est convaincue d'être dans un monde faux, manipulé par on ne sait pas vraiment qui, mais ce ne sont pas des gentils, ça c'est sûr, et voire même peut-être des circoncis. D'ailleurs, dans ses vidéos, elle parle souvent de la matrice, comme dans le film. Elle n'est ni médecin, ni avocate, ni journaliste. Elle n'a donc aucune formation, ni n'est experte dans aucun des domaines dont elle aime parler. C'est l'exemple typique du phénomène d'autoconviction dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Vous allez le voir, et elle le dit elle-même, elle parle souvent de ses recherches. Recherches, entre guillemets. Puisqu'elle ne connaît rien à rien, elle doit pouvoir justifier ses dires en invoquant ses recherches. Alors de quelle recherche parle-t-elle? A-t-elle fait de la recherche médicale sur des vrais malades, sur des souris, sur des animaux? Ou d'autres recherches scientifiques? Non. A-t-elle étudié le journalisme? Non. Évidemment, non. Elle a fait des recherches sur Internet. Voilà donc ses sources. Internet. Qu'elle ne cite jamais d'ailleurs. Aucune de ses sources ne sont jamais citées. Des recherches Internet, si l'on pouvait devenir médecin en 3 jours en faisant des recherches sur Internet, cela se saurait. Et voilà, le tour est joué. Internet va lui donner ce qu'elle veut, des fake news, et toutes les théories les plus hallucinantes les unes que les autres vont être dans ses recherches. Elle va donc s'auto-convaincre qu'elle a raison. Je vais maintenant vous donner un petit truc tout simple pour identifier une source de confiance ou une personne de confiance qui expose ses idées. Quand quelqu'un commence son discours par une présentation de ce qu'il est, de ce qu'il a fait dans la vie comme étude par exemple, c'est déjà un signe que probablement c'est un manipulateur. En montrant son parcours, le manipulateur veut d'une certaine manière légitimer ses propos pour que personne ne puisse après le contredire. Le problème, c'est que souvent, la formation ne correspond jamais à l'idée exprimée. Si vous voyez un dentiste parler de la calvitie, n'y allez pas. Vous pouvez déjà avoir des doutes sur la suite de ses dires. Cela me paraît évident, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas si évident que ça, et se font berner par le fait qu'avoir un master en mathématiques fasse de vous une experte en médecine. L'autre truc, c'est quand l'orateur affirme avec certitude ses idées. Il va vous dire « je sais que c'est la vérité », que c'est ma liberté d'expression qui m'autorise à divulguer cette vérité. Vous n'entendrez jamais les mots peut-être ou probablement ou il y a de fortes chances que non, jamais. Ils n'ont pas de doute sur tout et sont sûrs de tout. C'est encore un symptôme d'un mode de pensée bloqué et corrompu par la répétition des fausses informations. On retrouve le même mode de pensée dans les sectes ou dans les religions. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et on va pouvoir donc l'écouter, vous allez voir. Courage. Donc voilà, là nous allons écouter le premier extrait où elle parle de ses recherches et comment elle travaille dans ses chaînes. En fait, on est à peu près une dizaine à participer
à nos heures libres à ce média, mais je ne suis pas du tout la seule, et c'est vrai que vous avez choisi de mettre dans votre sujet mon intervention, mais il y avait à peu près 9 personnes autres que moi qui participaient à l'introduction de cette chaîne. Mais vous êtes quand même membre de cette chaîne, vous réalisez des sujets, vous assumez la responsabilité des propos diffusés dans cette chaîne, non? Alors, pas tout à fait, non. En fait, je fais parfois des enquêtes, ou parfois je fais des vidéos propres que cette chaîne reprend à son compte, puisqu'on se connaît. Mais par contre, je ne valide pas du tout ce qui est dit, puisque ce n'est pas l'objet de mes recherches propres. Et encore une fois, je vous invite à aller voir ma chaîne pour voir... Voilà, vous avez entendu mes recherches propres, pour aller voir sur ma chaîne à moi, mes recherches propres. Donc, sa source d'information, ce sont ses recherches qu'elle a fait sur Internet. Sur Internet, rien de plus. Dans l'extrait suivant, vous allez entendre qu'elle accuse l'aimant bleu de l'avoir accusée d'être une criminelle, puis revient en arrière en disant que c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Alors, avant de vous accuser de diffamation, vous nous avez accusé de complotisme et d'obscurs et de criminels et de dangereuses personnes. C'est pas nous qui l'avons dit. Ça, vous avez collaboré avec ID News. D'ailleurs, j'ai regardé de nouveau le sujet ce matin et j'ai relevé... À aucun moment, notre journaliste n'a dit que vous étiez des criminels. Ça, c'est sûr. Alors, non, ça n'a pas été dit directement, puisque évidemment, c'est pas toujours direct. Les attaques ne sont pas toujours directes. Parce que c'est notre métier, c'est pas nous. Absolument, mais je ne vous en fais pas directement le reproche. Mais il y a une personne qui s'est exprimée en disant que tous les mouvements complotistes étaient sous-jacents à quelque chose à des actions criminelles. Donc, on est assimilé à des criminels dans votre sujet et à des personnes dangereuses. Voilà, elle sort une fausse information, le journaliste la contredit, et elle revient en disant « Ce n'est pas vous, mais quelqu'un dans le reportage dit que nous sommes associés à des actes criminels ». Dans le prochain extrait, vous allez voir comment elle ne répond pas à une question simple, ou un simple oui ou un simple non. Elle contourne la réponse. Comme vous avez pu le constater d'ailleurs avec l'approche de Sami Zaïbi, à qui j'ai ouvert les bras bien gentiment, malgré ce qu'il préparait dans un espoir d'infiltration. La justice tranchera. Oui. Est-ce que vous avez confiance en la justice? Alors ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui, on verra. J'ai confiance dans une certaine justice en tout cas, et je pense que... La justice suisse, une question simple, est-ce que vous avez confiance en la justice suisse? Écoutez, oui, plus ou moins. On verra si cette selon ce qui donne verdict. Cette confiance est fondée. Et puis, je tiens aussi à... Voilà, un exemple typique. Elle fait confiance dans la justice si la justice est d'accord avec elle. C'est-à-dire que si la justice n'est pas d'accord avec elle, c'est que la justice n'est pas la justice. Voilà encore un exemple de manipulation. Très regardé par 30 000 personnes sur Agora TV, 25 000 environ sur votre compte privé, j'ai regardé très récemment. Et ce qui peut choquer, c'est votre combat contre le port du masque. Est-ce que le port du masque est finalement pas fondé dans la gestion de cette pandémie? Alors, encore une fois, votre intervention, votre interpellation rate un tout petit peu sa cible, puisque je ne me bats pas contre le port du masque, je me bats pour la liberté de chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir penser, de pouvoir s'informer par lui-même. Est-ce que vous êtes pour ou contre le port du masque? Je suis pour la liberté du choix. C'est comme pour le vaccin. Je ne suis ni pour ni contre, je suis pour la liberté de décision des citoyens en connaissance de cause. Et justement, à ce propos, le masque, comme l'a si bien dit la médecine... Là encore, elle ne répond pas à la question. La question, est-ce que vous êtes pour ou contre le port du masque? C'est simple. Elle ne répond pas, elle dit « je suis pour la liberté de choisir ». Mais c'est pas ça la question. La question est est-ce que le masque est utile ou pas? Elle dit qu'elle n'est ni contre ni pour. Malheureusement pour elle, voici un extrait de sa chaîne où elle dit que le masque ne sert à rien. Le double langage. On se sert d'un mensonge pour mettre des populations entières en réalité en esclavage. En esclavage consentant, moi c'est ça qui me désole le plus. C'est qu'il y a des gens qui réclament ces mesures. C'est comme pour les masques, c'est la même chose. Hein. J'ai demandé justement, je me suis renseignée avant d'affirmer ça, mais qu'aucune étude n'existait sur l'innocuité ou l'utilité des masques. Au contraire, il y avait des centaines d'études, moi j'en ai lu 50, qui disent que les masques sont dangereux et ou inutiles. Et je mets au défi quelqu'un de m'envoyer une étude, bien que les études, on peut les trafiquer bien sûr, on a bien vu le Lancet, n'est-ce pas? Je mets au défi quelqu'un de m'envoyer une étude qui prouve
que les masques sont utiles, les masques obligatoires dans la rue ou dans les magasins, je dis bien, hein, je ne parle pas des blocs opératoires, on est bien d'accord, que ces masques obligatoires sont utiles ou sont sans danger par rapport à un virus et par rapport à la santé des gens, puisque moi j'ai plutôt des échos de gens qui mettent des masques et qui se chopent des maladies, hein, et des boutons, et de l'herpès, et des problèmes respiratoires. Ne parlons pas des personnes qui ont de l'asthme, qui sont obligées de mettre leur masque. Donc ça devient dangereux, cette histoire. Non, mais le masque, il est en plein air, dans la forêt, dans sa voiture, quand tu es tout seul, c'est complètement débile, c'est de la folie. Ça n'a aucun sens, et d'autant plus que, rappelle-toi, Véran qui disait que les masques ne servaient à rien au début de l'épidémie, enfin de la maladie. Déjà, il n'y en avait pas les masques, ni en France ni en Suisse. C'était interdit, c'était inutile. Et puis, à partir du moment, au mois de juillet, où l'épidémie est terminée, déjà depuis longtemps, les masques deviennent obligatoires. Bien sûr. C'est pathétique. Elle dit qu'il n'y a aucune étude sur les masques, puis elle dit qu'en fait, il y en a une centaine, enfin, elle en a lu une cinquantaine, contre le masque, qui prouve que le masque est inutile. Alors, d'un côté, elle dit qu'il n'y a pas d'études sur le masque, et après, elle te sort 50 études qui disent que le masque ne sert à rien. Et elle met au défi les gens de lui envoyer des études sur le masque qui prouvent que le masque est utile. Après, elle réfléchit et dit « Mince, mais peut-être qu'il y a quand même des études. » Alors, elle revient et elle dit « Ah, mais non, on sait bien que les études, c'est pas fiable. Hein, la preuve, Lancet, l'histoire de Lancet, c'est la preuve que les études sont pas fiables. » Donc, elle revient, elle fait marche arrière. Donc, pour elle, les études sont pas fiables, mais par contre, elle argumente le fait que les masques ne sont pas efficaces sur des études. Donc, les études qui disent que le masque ne sont pas efficaces, ce sont de vraies études, et toutes les études qui prouvent que le masque est efficace, ce ne sont pas des vraies études. Manque de chance pour elle, il y a un site qui répertorie toutes les études médicales. Ce site, c'est PubMed. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, comme ça vous pouvez consulter vous-même le site et regarder toutes les études. Donc, si je vais sur PubMed et je tape masque Covid-19, je vais obtenir le nombre d'études réalisées au jour d'aujourd'hui sur le Covid-19 et le masque. Résultat, 1340. Il y a 1340 études qui ont été réalisées dans le monde sur le Covid-19 et le masque, alors qu'elle disait tout à l'heure qu'il n'y en avait aucune. Alors maintenant, là, c'est le sommet. Je vous rappelle qu'elle est prof de maths et qu'elle n'arrive même pas à interpréter des courbes. Plus aujourd'hui, moi j'ai juste une petite courbe que j'aimerais qu'on puisse regarder. Vous voyez, c'est très alarmant. Les gens, effectivement. Admettons que les gens soient libres. Tout le monde sort dans la rue, enlève son masque, se fait des câlins. Vous êtes pour ça? Vous seriez d'accord? Moi, je suis, encore une fois, je vais me répéter, mais je pense que c'est utile, pour la liberté de choix avec des éléments d'information qui doivent être donnés, comme par exemple le nombre de morts. Là, vous nous annoncez un mort de plus aujourd'hui. Moi, j'ai juste une petite courbe que j'aimerais qu'on puisse regarder. Vous voyez? Alors là, je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur cette courbe, en fait, on a ici le nombre de cas positifs depuis le début de l'épidémie à Genève et un tout petit peu en bas, le nombre de morts. Donc on peut voir ici le pic du Covid-19 au mois de mars, avril, et ici la deuxième vague qui est en train d'arriver et de nouveau un pic encore plus élevé que le premier. Donc ça, ce sont les cas positifs. En bas, vous avez une petite courbe qui montre les décès. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de décès au début de l'épidémie et maintenant il n'y en a plus du tout. Alors pourquoi? C'est assez simple. Au début, l'épidémie quand elle est arrivée, elle a touché toutes les classes de la population, les jeunes et les moins jeunes. Donc on voit ici que la mortalité était très importante parce qu'elle a touché beaucoup de personnes âgées qui étaient à risque et qui sont malheureusement décédées. La deuxième vague qui arrive actuellement, eh ben, elle est plus forte que la première, mais elle touche une classe de population qui est beaucoup plus jeune, donc qui va plutôt survivre ou même être parfois asymptomatique, et donc même pas se rendre compte qu'elle est positive. Mais si elle fait un test parce qu'il y a des voisins ou des amis qui sont positifs, eh ben, ça va faire augmenter le nombre de cas. Par contre, le nombre de morts, lui, reste toujours très bas, évidemment, puisque les personnes à risque ou les personnes âgées sont moins touchées que la première vague.
Le souci, c'est que on peut voir ici que la deuxième vague n'est qu'au début. Donc on ne connaît pas encore la suite de cette deuxième vague. Ce qui est important, c'est qu'il y a à peu près 15 jours à 3 semaines entre les premiers cas sévères et leur décès. Les gens ne vont pas mourir tout de suite quand ils attrapent le Covid. Il y a un certain temps et c'est entre 15 jours et 3 semaines. C'est très alarmant parce que vous avez la courbe bleue qui remonte en flèche, sauf que cette courbe bleue elle désigne des tests positifs et qu'il y a 9 fois plus de tests qui ont été faits ici que ici. Et par contre, la petite courbe grise tout en bas, qui est toute plate, c'est la courbe des décès. Alors les chiffres, c'est quand même... Peut-être ça serait intéressant de les intéressant de voir aussi dans quelques semaines ce qu'il en est de la situation. Absolument, mais on peut déjà parler de la situation actuelle. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui vous écoutent de connaître l'ensemble des informations qui sont à diffuser. La situation actuelle, c'est que l'excès... Voilà l'exemple type d'un journaliste qui n'a pas les connaissances pour pouvoir contredire la présentation de l'invité. Les spectateurs, enfin les téléspectateurs, eux, n'auront eu qu'une vision erronée de l'interprétation faite par Chloé. Dans la prochaine séquence, elle accuse la télévision de diffamation, quand il s'agit de parler de ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Mais quand elle fait de la diffamation contre la télévision, elle nie ses propos. Mais, comme vous le verrez dans la séquence d'après, ces propos ont été filmés lors de la manifestation anti-masque à Genève. D'assimilé à des criminels dans votre sujet et à des personnes dangereuses, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. De votre côté, ça fait des mois que vous affirmez que nous diffusons des fausses informations, que nous sommes des menteurs, que nous sommes des poisons, que nous serions le virus. Si, alors, dans vos vidéos. À quel moment au final ça, c'est intéressant. Dans votre rassemblement à la manifestation anti-masque. Le pathogène le plus virulent en ce moment qui est la peur qui est propagée par le vecteur de contagion qui s'appelle la télévision. D'assimilé à des criminels dans votre sujet et à des personnes dangereuses, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. De votre côté, ça fait des mois que vous affirmez que nous diffusons des fausses informations, que nous sommes des menteurs, que nous sommes des poisons, que nous serions le virus. Si, alors, dans vos vidéos. À quel moment au final ça, c'est intéressant. Dans votre rassemblement à la manifestation anti-masque. Éloignez-vous de la télévision. Vous avez dit qui est le vrai virus? Vous vous considérez comme la télévision? Vous avez cité l'élément bleu et la RTS dans votre discours, donc je pense qu'on peut se sentir visé par vos propos. C'est ce que vous avez dit, les gens pourront voir. Ça appartient, mais effectivement, qui diffame qui au final? Alors maintenant, nous allons écouter une vidéo diffusée sur sa chaîne où elle échange des idées avec Jim Leveilleur. Alors, je l'ai regardée et écoutée plusieurs fois et c'est extrêmement gênant. Elle est tellement dans son monde qu'elle réagit parfois comme une enfant. Quand son Jim n'est pas d'accord avec elle, elle boude. Et oui, même entre eux, ils ne sont pas d'accord, ce qui est plutôt bon signe, mais bon. Elle va nous raconter des bêtises tellement énormes que, je vous assure, j'en ai honte pour elle. C'est extraordinaire. Ouais, c'est assez drôle. Mais tu sais, tout à l'heure, tu disais, si on n'est que 1000, c'est pas suffisant. Mais regarde combien ils sont en face. Ils sont pas nombreux non plus. Hein. Donc, un petit groupe de gens, comme c'était, réfléchis et engagés, peuvent changer le monde. C'est Margaret Mead qui dit ça, anthropologue. C'est une de mes phrases, tu sais, que je mets à la fin de mes mails. Ils sont pas nombreux, donc on n'a pas besoin d'être si nombreux que ça, à mon avis. Bon, c'est vrai qu'ils tiennent les banques, ils tiennent les médias, ils tiennent le pouvoir, ils tiennent les armes aussi, donc ça leur laisse une petite longueur d'avance quand même. Mais tu sais, il suffit que l'armée se retourne. Voilà, je pense que... Avez-vous remarqué ce qu'elle a dit? Elle prône l'amour, elle prône la démocratie. Mais avez-vous bien entendu ce qu'elle a dit? Il y a des choses qui vont se passer, qui vont être surprenantes. Ce que j'allais te dire... C'est incroyable. Elle le dit sur Internet, sur sa chaîne. Il suffit que l'armée se retourne. Cela s'appelle une guerre civile. Ce qu'elle nous dit, c'est que les puissants, les grands maîtres du monde invisible, vont être vaincus par la force et les armes. C'est donc cela son but? La force? Où est donc la démocratie? Où est sa démocratie qu'elle vante tant? Si elle veut retourner les choses par la force, par l'armée. C'est bien ce qu'elle a dit, l'armée. Oui, donc tu disais le référendum, mais vous avez non seulement vous n'avez pas la possibilité de mettre en place directement depuis la base, depuis le peuple,
de référendum. Mais quand cette possibilité vous est offerte, comme en 2005, quand vous avez dû voter sur la Constitution européenne et que vous avez dit non, eh ben ce non n'a pas été respecté. 2008, 2009, Sarkozy qui nous fait passer le traité de Lisbonne. Ah, mais c'est surréaliste. Hein. Et personne n'a rien dit. Rien que ça méritait une révolution. Les gens ont dû descendre dans la rue, c'est pas normal. Rien que ça met en lumière le fait que les lois ne sont pas respectées et que la démocratie n'existe pas en France. La démocratie n'existe pas en France. C'est amusant que le discours n'est pas cohérent et unilatéral. Après avoir parlé de guerre civile, elle nous parle du manque de démocratie en France. Encore une fois, elle ne sait pas de quoi elle parle. Est-elle une experte de la Constitution française ? Je ne le crois pas. Elle revient sur le référendum sur la Constitution européenne qui a été refusé en France. La démocratie a été respectée, car en effet, la Constitution européenne n'a pas été faite suite à ce référendum, pour respecter le choix démocratique des Français. Le traité de Lisbonne est un nouveau traité, et non pas une constitution. C'est donc un autre texte qui a été voté et approuvé de manière démocratique. Blague qui permet de diviser les forces et de faire semblant qu'on a une pluralité des opinions. Mais effectivement, celui qui obtient le poste de président, donc en l'occurrence Macron pour cette fois-ci, je crois qu'il a été élu à 16%, finalement. 16%, je ne sais même pas si c'est 16% des votants ou 16% des Français, mais bon. Eh bien, il a les pleins pouvoirs actuellement, et puis son Assemblée nationale, qui est composée donc en majorité des mêmes, lui confère un pouvoir en fait. Absolument. Alors que lui-même, en fait, en réalité, ne décide rien. C'est un petit bébé Rothschild. Absolument. Rien d'autre. Alors que lui-même exécute les ordres de ses mandateurs, quoi, de ses mandants, qui l'ont placé là. Bienvenue dans le monde des enfants de 8 ans. Macron a été élu par 24% des votants au premier tour. Comme dans toutes les élections, c'est 24% des votants, pas des Français. Et par 66% des votants au deuxième tour. Ils arrivent à dire qu'il n'est pas légitime et qu'il a les pleins pouvoirs, ce qui est faux. Et que même s'il a les pleins pouvoirs, il n'a pas de pouvoir, car en fait, il était la botte des Rothschild. Voici encore un exemple de méconnaissance totale du sujet. Donc, en sachant comme vous que les tests, évidemment, PCR ne sont pas du tout fiables, enfin bon, ces types d'aberrations sont... Non seulement c'est pas du tout fiable, mais plus ça avance, plus on s'aperçoit avec les études indépendantes que c'est pas fiable du tout. Voilà, c'est-à-dire que ça devient de la folie totale. En plus, tu peux être positif et pas du tout malade, tu peux être positif et pas du tout contagieux. Et alors, chez nous, oui, c'est ça. Chez nous, alors même, nous, il y a l'OFSP, c'est l'Office fédéral de santé publique, qui nous dit que les tests PCR ne signifient pas qu'on est ni contagieux ni malade. Donc ça a été totalement ce que tu es en train de dire, mais ils le disent officiellement. Donc avoir un test positif ne veut pas dire être malade et ne veut pas dire être contagieux. Et on se base là-dessus pour évaluer la situation d'épidémie. C'est quand même un comble. Ils ont l'impression de découvrir l'eau tiède. Encore une fois, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est comme des pilotes d'avion qui pilotent un avion grâce à ce qu'ils ont lu sur Internet sans rien comprendre. Les tests PCR ne sont pas sûrs à 100%, mais aucun test au monde ne l'est. Tout le monde le sait. Et eux le découvrent. Le FSP le dit, ce n'est pas un secret. Et oui, mes petits enfants de 8 ans, il y a des patients peu contagieux et pas du tout malades qui sont positifs. Et oui, c'est vrai. Mais personne encore, une fois, ne dit le contraire. Ce n'est pas pour cela que les tests PCR ne sont pas valables. Il n'est pas parfait, mais aucun test ne l'est. Mais ils sont suffisamment fiables pour évaluer l'épidémie. Et c'est une prof de maths qui connaît rien aux statistiques qui le dit. Ah oui, mais alors attends, je ne sais pas en Suisse, mais en France, ils sont en train de refermer les bars à 22h. Alors pourquoi 22h et pourquoi les bars ? Il paraît que dans les bars, c'est 4 fois plus de chances de choper de Covid que dans un cinéma ou dans un métro bondé. N'importe quoi. Et c'est mondial. Parce que jusqu'à 21h59, les virus, tu vois, ils ne circulent pas, mais à partir de 22h, ça y est, c'est foutu. Alors attends, moi j'avais fait un truc là-dessus, il faut que je te montre. Dans mes sources, j'avais justement... Ah voilà. Parce que, ah oui, nous, ils nous ont fait le coup de fermer les boîtes. Là encore, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas une décision que c'est forcément une façon de rendre les gens des esclaves. La fermeture des bars, dois-je l'expliquer ? Je pense que derrière votre écran, vous avez tous compris, contrairement à eux. Le virus ne se réveille pas à 22h, évidemment. Ces mesures sont là pour réduire le temps d'exposition dans les lieux à plus grand risque, sans complètement fermer toute une part de l'économie. Les politiques sont obligés d'ajuster à chaque fois, selon l'évolution du SARS-CoV-2.
Ils sont obligés de s'adapter. À force de crier au loup pour tout, comment peuvent-ils être crédibles? La prochaine séquence, vous allez voir, est un désaccord très intéressant entre l'un qui essaye de garder un esprit critique et pas être complètement aveugle, Jim, et Chloé qui va partir dans un délire totalement hystérique. Ah bon, tout ça, Julian Assange, il a quand même déclaré que s'il était extradé aux États-Unis, en tout cas apparemment vers Guantanamo, il se suiciderait. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Monde à l'envers, ça fait démon, hein, je rappelle. Alors, il y a quelqu'un qui m'attaque et qui me dit « N'oublie pas de dire à Chloé que tu défendais le masque il n'y a pas plus tard que 2 mois. » C'est faux. J'ai dit que moi... Ça, je suis pas contente, hein, si c'est le cas. Non, je disais que moi, dans un endroit clos et bondé de monde, je mettrais le masque. Voilà. Ah, parce que c'est une question de respect. Parce que tu sais pas... Regarde les Japonais, les Chinois, ils mettent le masque quand ils sont malades. Quand ils ont une grippe, ils ne vont pas dans un métro sans mettre un masque. C'est un modèle pour toi? T'as l'impression qu'ils ont la joie de vivre, les Japonais et les Chinois? Non, mais moi, je... Alors là, ils sont peut-être un peu jaunes, d'accord, mais c'est pas une raison pour les... Naturellement, parce que on sait que les virus passent à travers les fibres du masque, mais que par contre, ils sont emprisonnés dans les postillons et que le masque filtre le postillon. Et donc, fatalement, dans un endroit... Moi, je vais faire... Explique-moi une chose. Mais bon, ça, c'est sûrement pour d'autres raisons, mais comment ça se fait que pour les tests PCR, ils viennent nous chercher 15 cm dans le nez et derrière, là-bas, dans le cerveau, l'échantillon, et puis que les virus seraient actifs dans la salive? Le virus est actif dans la salive. De toute façon, ils n'ont pas besoin d'aller le chercher dans le nez, hein. Ils peuvent le gratter dans la bouche, c'est pareil. On n'a pas les mêmes théories. Pour moi, cette histoire de virus dans les salives, je n'y crois plus. Et de toute façon, les bactéries et les virus, pour moi, sont très utiles à nettoyer tout ce qu'on a d'encrassé dans le corps. Donc, ça ne me dérange pas, à la limite, d'avoir un petit nettoyage intérieur. Mais voilà. Moi, je pense que après, chacun son avis. Non, mais là-dessus, tout ce que tu veux. Mais quand on n'a pas assez de recul sur une pseudo-pandémie et qu'on n'a pas assez de recul, qu'on ne sait pas si les chiffres sont vrais, on ne sait pas quelle est la dangerosité de cette saloperie qu'ils ont créée eux-mêmes, quand on est dans une phase de doute, une phase où on n'a pas assez d'éléments, je pense que quand on est dans un endroit très très peuplé, je dis bien très peuplé, il n'est pas anormal et il n'est pas, à mon avis, c'est pas une folie que de porter un masque juste pendant quelques minutes quand tu rentres dans une administration. Alors explique-moi pourquoi il n'y a aucune étude qui montre ça. Pourquoi toutes les études nous disent le contraire? Il n'y a aucune étude qui a été publiée. Bah, écoute, en tout cas, les chirurgiens... Ah, t'as frisé là. Tu freezes. Je sais pas si tu m'entends, mais si tu m'entends, il faut ressortir et re-rentrer. Moi, je suis comme les chirurgiens, parce que je suis thérapeute aussi. Attends, excuse-moi, Chloé, je pense que tu... Attends, je vais essayer de te faire revenir. Tu es là. Ouais, voilà. Je ne t'entendais plus, ça y est, on est de nouveau là. Il a été coupé. Ouais. Donc, il n'y a pas d'études là-dessus, donc moi je veux bien, mais à part nous empêcher de respirer, de manquer d'oxygène, de faire en sorte qu'on respire de toxines, de gaz carbonique et qu'on se chope des boutons, moi je ne vois pas. Non, c'est pas ça. C'est que porter un masque toute la journée, 7-8 heures par jour, que ce soit pour les gosses ou que ce soit pour des gens qui sont au travail ou les femmes qui accouchent, c'est de la folie du pur. On est d'accord. Mais moi, je n'oublie pas, moi je suis thérapeute, je travaille avec des thérapeutes et que je connais des dentistes, des chirurgiens, que les mecs ils mettent leur masque, ils ne discutent pas. Mais oui, c'est un bloc opératoire et c'est pas pour les mêmes raisons, c'est pas pour éviter de transmettre le virus. Il y a même des vidéos là-dessus, un chirurgien qui en parle, et j'ai des amis qui sont dans le domaine médical qui me disent bien, déjà, il y a une monstre aération dans les blocs, hein, donc ils peuvent respirer, ils ont assez d'oxygène, il y a plus d'oxygène, et il y a beaucoup d'aération, et puis ce n'est pas pour les virus, c'est pour les éléments qu'on pourrait, avec les postillons, projeter vers les personnes qui sont avec nous et vers les personnes. Mais ce n'est pas une histoire de virus, tu regarderas bien, ce n'est pas pour des virus. D'ailleurs, sur les boîtes de masques, tu l'as vu comme moi. Moi, j'ai vu, il y avait la boîte de masque chez mon ostéo, c'était marqué dessus, ne protège pas des risques viraux. Donc,
Oui, on est dans une phase où on n'a pas assez de recul. On était dans une phase où on n'avait pas assez de recul. Donc, je pense que ça aurait pu faire partir des mesures de précaution de base dans les milieux très bondés, à partir du moment où tu n'y restes pas pendant des heures, mais porter un masque en plein air ou pendant des heures au boulot, je suis strict. Alors là, nous avons atteint le sommet. Je vous explique. Les tests PCR dans le cerveau. Vous avez bien entendu, elle a dit dans le cerveau. Alors, je vous explique encore une fois. Il y a toujours une explication simple, pas besoin d'aller chercher l'explication la moins probable pour comprendre. C'est comme la pomme qui tombe du ciel ou qui va vers le haut dans ma vidéo précédente. Si on gratte le fond du nez et pas le cerveau, c'est parce que la charge virale est plus importante à cet endroit-là. Contrairement à la salive où le virus se trouve aussi, mais en moindre quantité. C'est pour augmenter la sensibilité du test qu'on va frotter au fond du nez. Après, il y va très très fort. Les virus, les bactéries sont nos amis pour la vie, il faut les aimer aussi. Voilà son discours. Ils vont la nettoyer. On va lui donner Ebola, le VIH, le choléra, avec un petit zeste de variole, et on va voir comment elle va être nettoyée, la petite Chloé. Et elle revient sur le masque, sur sa fake news favorite. Aucune étude sur le masque ne prouve qu'il est efficace. Elle le redit, il y a 0 étude. Je vous l'ai prouvé, je vous l'ai montré sur PubMed, il y en a plus de 1000. Et enfin, le malaise total. Elle ne sait plus ce qu'elle dit sur les masques. Non, un masque ne diminue pas l'apport en oxygène, car il est perméable et n'est pas étanche. Non, les masques dans les blocs chirurgicaux ne sont pas là pour arrêter les... Comment elle dit? Elle cherche les mots. Ah non, c'est pas les virus, c'est pas les bactéries, c'est les éléments. Les éléments, vous avez bien entendu, ils ne sont pas là pour les virus, les bactéries, mais pour les éléments, bien sûr. Non, les masques ne donnent pas l'herpès. L'herpès est un virus que vous avez déjà en vous, avant que vous ayez un bouton. Et enfin, l'asepsie. L'asepsie qui a débuté en 1847 grâce à un médecin hongrois, Ignace Philipp Semmelweis. Je vous mettrai le lien en bas dans la description, pour ceux qui aiment l'histoire et qui veulent s'informer sur l'histoire. L'asepsie est connue depuis plus de 150 ans de médecine. 150 ans de médecine balayée en 5 secondes par Madame Framéry. C'est ça, voilà, exactement. Il y a Néal Rossi qui te demande si le corps élimine l'aluminium. Une très forte. À ma connaissance, non. Mais je ne suis pas médecin, je précise. Je dis que c'est ce que j'ai eu comme information de la part des médecins que je connais. Non, en fait, ça dépend de la dose, ça dépend du dosage. Alors moi, j'ai pas du tout que quel que soit le dosage, il n'y a pas d'élimination. Je dis, j'ai pas vérifié moi-même. Non, il y en a automatiquement puisque l'aluminium fait partie des composantes du corps humain. On en a à l'intérieur de nous. Donc automatiquement. Ah bah oui, l'aluminium est une composante de... Mais pourtant, c'est bizarre parce que l'aluminium, ça se fabrique de façon... Enfin, ça ne se trouve pas à l'état naturel dans la nature. Il faut l'aluminium, ça fait partie de la côte. L'élément, enfin... Non, mais ce qu'il y a, c'est... Bon, après, je n'ai pas la formule chimique par cœur, mais... Bah, une chose est certaine, c'est que... Il y a des ions aluminium, mais il n'y a pas d'aluminium métal comme ça dans la nature. L'aluminium, en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est une véritable saloperie quand elle se fixe dans les fibres musculaires ou dans les cellules. Ah oui, dans les cellules cérébrales, c'est la merde. Et que c'est très compliqué à éliminer, c'est difficile parce que c'est pas magnétique. Donc c'est pas évident, je sais bien. Mais bon, on peut y arriver quand même, hein. On peut arriver à l'éliminer. Ah bah si t'as un remède, je prends. Bah, il faut essayer plusieurs choses. Voilà. Là, c'est le bouquet final. Elle dit « Je ne suis pas médecin ». Alors chut, tais-toi, ne parle pas. Si t'es pas médecin, ne parle pas. Mais j'ai des amis médecins. Encore une fois, moi, j'ai des amis pilotes de ligne. C'est pas pour cela que je vais aller piloter un Airbus A320. Elle est prof de mathématiques. Et elle connaît pas le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. L'aluminium est un élément chimique, de base. C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre. Le 3e élément le plus abondant après l'oxygène et le silicium. Non, madame, on ne fabrique pas de l'aluminium. L'aluminium existe déjà. Quant à son élimination, 99,9% de l'aluminium qui est ingéré, que vous mangez, se retrouve dans les fezes. Le caca, pour ceux qui ne savent pas. Votre caca, madame Chloé. Et ciao, bye.
J'en peux plus. À la prochaine. Ciao, ciao.